Monsieur le Président, cher Arnold Munich, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi d'inaugurer aujourd'hui au Musée d'art et d'histoire du judaïsme ce colloque intitulé « L'Hort France, travail, assistance et migration juive 1880-1970 », organisé par Hort France, dont on célèbre cette année le centenaire de l'implantation en France. Alors nos deux institutions, l'Hort et le MAJ, partagent nombre de valeurs, mais aussi une longue histoire. Et je tiens à excuser Dominique Schnapper, notre présidente, qui était souffrante ce matin et qui ne pouvait pas être parmi nous, et qui avait évidemment l'intention d'ouvrir ce colloque, et qui est très attachée à la fois intellectuellement et aussi personnellement à cette histoire de l'Hort, qu'elle aurait évoquée évidemment de manière beaucoup plus personnelle, beaucoup plus intime que je ne peux le faire. Mais cela dit, je le fais avec autant de conviction, car comme vous le savez peut-être, et ceux qui ne le savent pas, je les invite vraiment à y aller. Cette histoire fait l'objet d'une exposition dans le parcours permanent du musée, intitulée « De l'atelier au musée, l'Hort et la transmission de la culture juive », conçue conjointement par Laure Fourtage, votre archiviste, et par Claire de Comps, notre responsable de la conservation. Si vous n'avez pas le temps de la voir aujourd'hui, elle sera visible bien au-delà du 30 janvier 2022, date initiale de clôture, car nous avons récemment décidé de la prolonger jusqu'en juillet prochain. Et donc, non seulement ça vous donne un délai supplémentaire, mais ça permettra à un public beaucoup plus important de la voir. Parce que le MAJ est en effet très redevable à l'engagement de l'Hort. Il est redevable en particulier à l'engagement de l'Hort dans la création du petit musée d'art juif de la rue des Saules en 1948. Ce premier musée d'art juif en France, dont nombre d'ailleurs d'animateurs, au premier rang desquels Victor Klaxbald ou Claude Gérard Marcus, l'un et l'autre récemment disparus, jouèrent un rôle important dans la création du MAJ. Alors fondé par des rescapés de la Shoah, soucieux de sauver de l'oubli une culture en voie de disparition, ce petit musée fut en quelque sorte, entre guillemets, un enfant de l'Hort, tant par ses membres fondateurs, majoritairement issus de ses rangs, que par la mise à disposition de locaux, rue des Saules, de mobilier, et surtout l'aide à la constitution d'une collection, comme cette extraordinaire série de maquettes de synagogues d'Europe centrale et orientale, de synagogues en bois, spécialement fabriquées pour le musée d'art juif de la rue des Saules, dans différentes écoles du réseau de l'Hort, en France, puis en Afrique du Nord. Elles figurent aujourd'hui parmi les chefs-d'œuvre de notre collection, et elles sont vraiment le joyau de la salle intitulée « Le monde ashkénaze traditionnel ». Alors cette collaboration s'est poursuivie après la création du MAJ, qui hérita du musée d'art juif à la suite du don de la collection en 2002, de sa collection en 2002. Donc c'est un des noyaux de la collection du MAJ, avec la collection d'Isaac Strauss acquise au XIXe siècle par Charlotte de Rothschild, et avec cet ensemble extraordinaire de stèles funéraires médiévales que vous pouvez voir dans la deuxième salle du musée. En effet, cette collaboration s'est poursuivie en 2006 avec une exposition conçue par Emmanuel Pollack, qui était la prédécesseur de Laure Fourtage, ou l'une des prédécesseurs de Laure Fourtage, qui était alors archiviste à l'Hort, et qui conçut avec nous l'exposition Artisans et paysans du Yiddishland, qui présente une partie du fonds exceptionnel de photographies anciennes sur plaques de verre, retrouvées dans les archives de l'Hort et qui retrace les activités de l'organisation dans l'entre-deux-guerres en faveur de l'insertion économique et sociale des Juifs du RSS et des pays voisins au moment de la nouvelle politique économique, la fameuse NEP, et avant que cette spécificité juive et ses organisations soient mises à l'index. Donc cet ensemble, nous le mettons à l'honneur actuellement, alors au deuxième étage du musée, dans le cabinet graphique, par une exposition de photographie. Alors le MAJ est également un lieu de recherche, notamment sur l'histoire des Juifs de France, et naturellement pas seulement sur l'histoire des Juifs de France, mais plus spécifiquement, c'est l'une des vocations de sa bibliothèque, avec l'art et l'archéologie. Et donc il était tout à fait naturel pour nous de vous proposer d'organiser ici ce colloque scientifique, l'Hort en France, travail, assistance et migration juive, qui fournit l'occasion de revenir sur ce que l'on pourrait appeler le cœur du métier de l'Hort, l'enseignement professionnel au service de l'intégration et de l'émancipation des masses juives russes de la fin du XIXe siècle,
à la création de l'organisation, jusqu'aux jeunes exclus du système scolaire actuel, en passant par l'aide aux étrangers des camps d'internement français, à la réintégration professionnelle des enfants, enfin des jeunes rescapés de la Shoah à leur retour de déportation, ou celle des populations juives d'Afrique du Nord à leur arrivée en France dans les années 60, après les indépendances. À travers plusieurs exemples reflétant cette évolution des cibles de l'ORT, des cibles entre guillemets bien entendu, au cours du temps, ce colloque devrait permettre de mieux appréhender les spécificités de la démarche d'intégration de l'ORT au sein de la constellation des acteurs engagés dans l'assistance aux populations juives étrangères. Alors je n'en dis pas plus, ça va être le sujet de votre journée. Je voudrais vraiment remercier très chaleureusement Laure Fourtage, Claire de Comps, Judith Lindenberg, la responsable de notre bibliothèque, Sophie Andrieux, la responsable de l'auditorium et toute son équipe, d'en avoir assuré la conception et l'organisation. Et puis, bien entendu, je voudrais remercier l'ensemble des intervenants de cette journée. Avant de passer la parole à Arnold Munich, je voudrais juste préciser 2 choses. Vous avez traversé, peut-être trop vite, en tout cas, vous aurez le temps dans la journée de la voir, une exposition qui se termine dimanche prochain et qui est très proche de nos sujets. Nous l'avons intitulée Herschfenster et le shtetl perdu de Montparnasse. Il faut revenir un instant sur Herschfenster. C'était un journaliste polonais installé en France dans les années 20 qui ouvrit en 1939 au 41 de la rue Richer Das Jüdische Winkel, le coin juif, autrement nommé le foyer amical, qui a été un lieu de rencontre, d'échange, une cantine et à la fois une salle de conférence pour toute une série d'artistes, d'intellectuels réfugiés juifs de toute l'Europe, et notamment d'Allemagne, bien entendu. Après la guerre, pendant l'occupation, il se réfugie en Suisse. En 1945, à son retour, son milieu a littéralement disparu et il consacre 6 ans de sa vie à la rédaction d'un livre que nous avons eu le bonheur de pouvoir faire traduire et publier en français avec l'aide de la Maison de la Culture Yiddish et d'un certain nombre de mécènes et de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Un gros livre, Unsere verpeinigte Künstler, Nos artistes martyrs, qui était resté inédit depuis 1951 en toute autre langue que le yiddish. Très peu de yiddishistes s'intéressent à l'histoire de l'art, malheureusement. Très peu d'historiens de l'art sont yiddishophones, et donc c'était comme un trésor dans un coffre que personne ne pouvait exploiter. Voilà. Et donc avec les éditions Azan, il est désormais disponible. Ça a été un très gros travail de traduction, et surtout un très gros travail de recherche iconographique, puisque toutes les images étaient en noir et blanc, et qu'il a fallu retrouver des œuvres chez des ayants droit, des collectionneurs, de ces artistes qui sont pour la plupart oubliés, en dehors de Soutine et d'Otto Freundlich. Voilà. Et la petite expo, l'expo de dossier, comme nous disons au musée, qui est présentée dans le foyer à côté, évoque la fabrication de ce livre par Fenster. Nous avons les archives de Fenster. Et donc c'est une espèce de making-of, passez-moi l'expression, du livre originel. Et puis, dans les salles, nous évoquons un certain nombre de ces artistes à travers des œuvres que nous avons au musée ou que des collectionneurs nous ont prêtées. Voilà, mais je voulais pas être trop long. Cette exposition fait écho à la grande exposition dans les salles du corps de logis intitulée Chagall, Modigliani, Soutine, Paris pour école. Merci de votre attention. Arnold, je vous laisse le micro après avoir été trop long. Non, merci, c'est toujours passionnant de vous entendre, cher Paul. C'est toujours un immense privilège que d'arriver dans cet auditorium, dans ce musée qui oblige à notre travail de recherche et de mémoire. Donc, comme on disait ensemble tout à l'heure, on se sent bien ici, chez vous. Mais vous êtes chez vous, en vérité. Et c'est un honneur et un plaisir d'accueillir l'assistance pour ce colloque assez exceptionnel qui célèbre le centenaire de l'ORT en France. Je vais vous dire quelques mots sur l'ORT, mais je voudrais d'abord saluer les membres du conseil d'administration qui sont donnés la peine de venir parfois de loin. Je voudrais saluer les directeurs d'école qui sont là, les personnels administratifs de l'ORT qui est là aussi, et vous, chers amis de l'ORT, pour ce travail de recherche et de mémoire sur ces 100 années d'ORT en France. Je voudrais juste vous rappeler que, en fait, si ORT est en France depuis 100 ans, il existe depuis 140 ans, puisque les premières écoles ont été créées par Horace de Gainsbourg il y a 140 ans, à Saint-Pétersbourg, pour un objectif unique qui était de donner du travail à des enfants qui étaient exclus de l'accès à l'école, à la formation théorique ou professionnelle.
C'était une dérogation spéciale accordée par le tsar à Horace de Gainsbourg, lui permettant de former les petits juifs des ghettos. Et puis, avec la vague antisémite qui a balayé l'Europe, on a trouvé des écoles de l'ordre dans l'Europe entière, et même maintenant en Amérique du Sud. Et par exemple, Hort, Angleterre, a aussi 100 ans, c'est juste son centenaire simultanément d'une autre. Donc c'est l'histoire, au fond, l'histoire des écoles Hort, c'est l'histoire des persécutions et de la résilience des Juifs par le travail et par l'effort. Alors, aujourd'hui, vous le savez, Hort France est un réseau d'écoles très prospère, très remarquablement dynamique, écoles sous contrat avec l'État. Donc c'était des écoles juives, ça reste des écoles où on mange cachère, on respecte Shabbat et les fêtes, et où il y a une présence, une pensée juive permanente. Donc ce sont les valeurs universelles du judaïsme plus que les valeurs communautaires qui sont enseignées, mais c'est des écoles sous contrat, par conséquent, nous accueillons des élèves juifs et non juifs. Mais force est de constater que c'est la meilleure façon d'empêcher les catastrophes, c'est-à-dire que cette éducation en commun oblige, là encore, à la tolérance, au respect pour l'autre. Et de fait, on ne connaît, Dieu merci, pourvu que ça dure, aucun incident d'aucune nature dans nos écoles Hort depuis de nombreuses années. Il n'y a pas de problème. Donc ce sont au fond aussi des écoles du vivre ensemble. Et en cela, c'est un modèle, un modèle creuset d'intégration qui est un défi par ailleurs pour tout notre pays. Je voudrais remercier, en mentionnant ces 8 écoles, remercier le directeur général de l'Hort, qui est Raymond Soussan, qui est ici, qui fait un travail absolument remarquable pour faire en sorte qu'on soit à la pointe de la formation professionnelle, et vous allez en entendre parler pendant toute la journée. Alors c'est 4000 élèves environ, dans 8 écoles, 3 écoles à Paris, en région parisienne, et puis dans les grandes villes, Lyon, Strasbourg, Toulouse, Marseille. 4000 élèves qui sont là pour des raisons différentes des motifs de scolarisation à l'Hort il y a 120 ans. Ils sont là en partie parce que, effectivement, ils sont des enfants juifs et les parents tiennent à une éducation de bonne qualité, dans un milieu protégé, où on respecte les fêtes et la cacheroute. Mais on reçoit aussi des enfants, juifs et non-juifs, qui rencontrent des difficultés scolaires et qui sont rejetés de l'école normative de la République parce qu'ils ont été confrontés à l'échec. Et malgré ce recrutement biaisé, puisque au fond c'est des enfants qui n'arrivent pas tout de suite dans l'école de l'Hort, c'est souvent après des difficultés qui y arrivent, bien malgré ce recrutement un peu biaisé, il faut bien le dire, on a des taux de succès de l'ordre de 97%. C'est absolument remarquable et supérieur à la moyenne nationale, quels que soient les examens des formations dispensées. Donc, c'est vous dire que la bienveillance, c'est le mot-clé, la bienveillance dont bénéficient ces enfants, cette ambiance familiale, personnelle, est pour une très bonne part dans la reconstruction de ces enfants qui gagnent confiance en eux. On leur fait confiance, on leur manifeste des signes de confiance, et la confiance, c'est ce qui manque le plus à ces enfants en échec au lycée et au collège. Donc, quand je visite les écoles, je suis toujours frappé de voir que les directeurs, il y en a ici que je salue, que je remercie, connaissent tous leurs élèves par leur nom et leur prénom. Il y en a, aujourd'hui, j'ai appris qu'il y avait 900 élèves à Montreuil. C'est considérable. Donc, un proviseur qui connaît tous ses élèves par son nom et par son prénom, qui connaît toutes les histoires, les situations individuelles, c'est remarquable. Et ça participe effectivement en grande partie de la réussite de nos écoles. Alors, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a, quand le pédiatre que je suis reçoit cette charge de présidence de l'Hort, il y a un constat qui s'impose à nous, c'est qu'un certain nombre de ces enfants sont là un peu par défaut. Je vous l'ai dit, ils ont eu des difficultés à l'école. Il y en a qui sont arrivés et qui veulent y aller
pour des raisons très positives, très précises, et d'autres qui y sont parce qu'ils ont rencontré des difficultés. Et ces difficultés sont de différents ordres. La principale difficulté, ce sont les enfants qui ont des troubles des apprentissages. Les troubles d'apprentissage, ça concerne 8 à 10% des enfants d'âge scolaire. Un enfant sur 10 a des troubles d'apprentissage. Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, troubles d'attention, troubles de la concentration, tout ça à la fois. Aujourd'hui, l'école normative de la République ignore cette situation de difficulté, ne veut pas le savoir, Dans l'école Hort, on a mis en place, j'en suis extrêmement heureux et fier, un système de repérage des troubles de l'attention, des troubles des apprentissages, de manière à y remédier. Donc on propose, les enseignants proposent, les parents demandent à des élèves, si, quand ils rencontrent des difficultés, ils souhaitent bénéficier de ce repérage et éventuellement d'un soutien spécifique. Donc on n'a pas transformé les écoles de l'Hort en hôpital, je n'ai pas dit ça, mais c'est bien la mission de la médecine scolaire que d'apporter le progrès des connaissances à l'école auprès des enfants qui rencontrent des difficultés. Donc c'est une action pionnière nationale. Il n'y a pas un seul autre exemple en France d'école publique et privée, publique ou privée, qui met en place et qui est mis en place un système de repérage et de prise en charge, en tant que de besoin, des troubles des apprentissages pour des enfants en difficulté. Donc vous voyez que, je vais m'arrêter là en finissant juste sur une citation de Maïmonide, vous voyez bien que on est parti à 100 ans, 140 ans, d'une exclusion d'ordre raciste, et on arrive 100 ans après, et Paul y a fait allusion tout à l'heure, à un autre type d'exclusion, qu'elle soit sociétale, ou qu'elle soit d'ordre, j'allais dire, sanitaire ou médical. Donc, au fond, le fil rouge de l'Hort, c'est la lutte contre les exclusions de tous ordres, toute forme d'exclusion. Il y a 100 ans, l'antisémitisme, Paul l'a rappelé. Aujourd'hui, les exclusions sociales, éducatives, ça participe au fond de la même dynamique. Et je voudrais juste finir parce qu'en venant ici, je repensais à ce passage de Maïmonide dans Ilchot Matanot Aniyim, c'est-à-dire les lois concernant les dons aux pauvres. Maïmonide, qui est un remarquable enseignant, par parenthèse, probablement le plus grand de tous les enseignants de la pensée juive, rappelle qu'il y a 8 degrés de ce qu'on appelle la tzedaka. La tzedaka, vous entendez le mot tzodek. Tzodek, ça veut dire ce qui est vrai. Ata tzodek, tu as raison, c'est vrai. Tzedaka, c'est plus que l'ambition de la vérité, c'est aussi un mélange de charité et de justice. C'est vérité, charité, justice. Difficile de traduire exactement, mais comme toujours en hébreu, quand on veut comprendre le sens d'un mot, il faut chercher sa racine, et la racine, c'est tzodek, c'est vrai. Voilà, ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est juste? Eh bien, je vous lis, c'est dans Ilchot Matanot Aniyim. Maïmonide dit qu'il y a 8 degrés dans la tzedaka, dans la vérité ou la justice, l'un plus élevé que l'autre. Le degré le plus haut, dit-il, consiste à aider un juif endetté par le biais d'un don, d'un prêt, d'une association, ou de lui trouver du travail pour lui permettre de ne plus dépendre de personne. Donc on est exactement dans le cœur de métier de l'Hort. Pour la qualité de cet acte, il est dit, Lévitique 25-35, « Soutiens-le, fût-il étranger et nouveau venu, et qu'il vive avec toi. » Dernière phrase, c'est-à-dire « Soutiens-le afin qu'il ne soit pas déchu matériellement et n'en vienne à avoir besoin de la tzedaka pour vivre. » Donc on est sur un modèle économique de prévention de la dépendance qui est juste génial. Et c'est ça l'émission de l'Hort. Et je suis content qu'on puisse passer une journée d'enseignement et de recherche chez toi, Paul,
pour pouvoir apprendre, étudier, discuter ensemble. Et je rappelle que tout ce qu'on va entendre aujourd'hui fait l'objet, m'a dit le directeur général Raymond Soussan, d'une captation sur le net, et que vous pourrez, pour ceux qui ne peuvent pas assister à toute la journée, revoir les conférences de Laure et des autres conférenciers aussi longtemps que vous voudrez. Merci à tous, merci à Paul, merci à Laure de son extraordinaire travail de mémoire, et on va te donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que je peux dire de plus après ces paroles très, très justes de M. Munich et de M. Salmona, très riches aussi. Alors, comme il l'a été dit, effectivement, donc ce colloque s'inscrit dans le cadre du centenaire d'Orte-France, un centenaire qui est marqué par plusieurs célébrations, dont vous pourrez donc retrouver le programme en intégralité sur le site internet d'Orte-France. Dans cette introduction générale, il me semble important de commencer par déjà vous donner quelques éléments de cadrage qui permettent d'expliquer le choix de la thématique de ce colloque, travail, assistance, migration juive, et aussi donc d'expliquer, même si M. Salmona l'a déjà un peu dit, pourquoi nous avons souhaité organiser ce colloque au sein du MAJ. Comme l'a souligné notre président, si c'est le centenaire, si 2021 marque le centenaire d'Orte-France, l'institution est bien plus ancienne. Cette institution est en effet née à Saint-Pétersbourg à la fin du XIXe siècle, en 1880, sous la dénomination Société de propagation du travail artisanal et agricole. Et donc les trois lettres un peu énigmatiques, qui peuvent paraître énigmatiques, ORT, qui sont reprises partout dans le monde, Horte-France, British Hort, Horte Argentina, etc. Finalement, c'est l'acronyme de la dénomination russe originelle, comme vous pouvez le voir ici. Ça reprend les trois lettres du nom russe. L'ambition des fondateurs, donc de ces fondateurs russes, comme Horace de Gunzbourg en fait partie, était double. D'une part, sortir de leurs conditions de pauvreté les Juifs de l'Empire russe en leur donnant les moyens de gagner leur vie par eux-mêmes, par des aides professionnelles, en leur fournissant des prêts, des outils, des machines, mais aussi en les formant. Ça, c'était le premier objectif pour les jeunes et pour les adultes. Et la deuxième ambition, c'était la volonté de diversifier la structure économique, la répartition économique des Juifs, en les orientant vers les métiers manuels, les métiers de l'artisanat, de l'agriculture, et puis aussi après l'industrie. C'est après donc, la Première Guerre mondiale que cette institution va vraiment s'internationaliser et que des sociétés vont apparaître dans le monde entier, et notamment donc à Paris en 1921, Horte-France. M. Munich a cité aussi British Hort qui naît la même année, et on pourrait citer aussi en 1921 l'apparition de cette grande fédération qui va être chargée de coordonner l'action de toutes les sociétés Hort dans le monde, qui s'appelait à l'époque Union mondiale Hort et qu'on appelle aujourd'hui World Hort. Alors, dans l'entre-deux-guerres, cette action elle est particulièrement développée en fait, sur les anciens territoires de l'Empire russe, Ukraine, Bessarabie, Russie évidemment, et vous allez justement pouvoir, si vous le souhaitez, avoir un aperçu de cette action très, très intense de l'ordre dans de cette région du monde, dans une des salles du MAJ, puisque, comme on vous l'a dit, en parallèle, il y a une exposition qui est en cours, une exposition qui s'appelle donc, de l'atelier au musée l'Hort et la transmission de la culture juive. Et donc, vous voyez bien sur cette carte qu'il y a un fort dynamisme de l'action de l'Hort en Europe de l'Est. Et donc, dans le cabinet d'art graphique du MAJ, on a repris l'exposition qui avait été réalisée en 2006 par Emmanuel Pollack sous le titre de Artisans et paysans du Yiddishland, et on l'a enrichi par une centaine de clichés inédits supplémentaires, et aussi on a effectué un travail de légendage approfondi, voilà, pour toujours, puisque c'est toujours une connaissance en cours, un savoir-faire qu'on crée en permanence, et donc ceux qui le souhaitent pourront déjà revoir ces clichés et en découvrir de nouveaux dans cette salle du cabinet d'art graphique.
Mais dans l'entre-deux-guerres, en ce qui concerne Horte-France, cette action était au départ tournée vers la récolte d'argent, dans l'objectif de soutenir justement cette action en Europe orientale. Mais très vite, l'Horte en France a quand même commencé à créer des écoles, à proposer des formations. Et ces formations, elles se sont adressées d'abord aux populations juives étrangères. C'est aussi pour ça qu'on a souhaité tenir ce colloque et traiter de cette question de l'aide professionnelle envers les populations juives étrangères, parce que c'était les premières populations qui ont bénéficié des formations, du soutien professionnel de l'Horte en France, dans l'entre-deux-guerres. Donc des Juifs qui venaient de Russie, mais aussi, vous savez très certainement, pendant l'entre-deux-guerres, donc tous les réfugiés juifs qui arrivaient d'Allemagne et des pays progressivement annexés par le Reich. Alors cette action, elle était quand même assez localisée en France, Paris, région parisienne et le sud-ouest de la France. Et c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que cette action va vraiment s'étendre d'une part à l'ensemble de la population juive persécutée, français comme étrangers, mais aussi va s'étendre dans de multiples lieux sur le territoire français, un peu partout où s'était réfugiée cette population juive et où aussi elle était détenue, en ville, à la campagne, dans les camps d'internement, dans les maisons d'enfants de l'œuvre de secours aux enfants, etc. Alors la longue histoire qui noue le Mage et l'Horte, c'est au sortir de la Seconde Guerre mondiale qu'elle commence, comme l'a dit Monsieur Munich, puisque comme vous le verrez dans l'autre partie de l'exposition en cours, l'Horte a été à l'origine donc, du premier musée d'art juif en France, dont le Mage est l'héritier. Quand ce petit musée de la rue des Saules ferma ses portes en 1998 et laissa la place ensuite au Mage, le Mage en effet s'est fondé sur une partie des collections de ce petit musée. Et donc vous y verrez notamment les œuvres qui ont été léguées par l'Horte au Mage, dont ces travaux, ces maquettes en bois qui ont été mentionnées par M. Salmona, ces magnifiques maquettes en bois de synagogues d'Europe de l'Est, disparues, qui n'existent plus, et qui ont été réalisées dans les ateliers de menuiserie de l'Horte, par les élèves de l'Horte, à Montreuil, mais aussi dans les écoles qui ont été ouvertes au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Et ça me permet de vous dire qu'effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, l'Horte a continué d'étendre ses activités dans différentes régions, et notamment donc en Afrique du Nord, auprès des populations juives d'Afrique du Nord. Donc l'Horte, c'est à la fois une institution d'aide sociale, c'est une institution qui est soucieuse de promouvoir la culture juive, qui l'a toujours été, mais c'est aussi, et on y tient, c'est aussi et surtout une institution de formation et d'aide professionnelle. Et ce qui sera l'objet de ce colloque aujourd'hui, c'est ce volet-là qui nous intéresse beaucoup, la formation, l'insertion professionnelle et la place de cette insertion professionnelle et de l'aide professionnelle dans les dispositifs d'aide en faveur des populations juives étrangères. Aujourd'hui, M. Munich l'a souligné, l'Horte est présente dans 7 villes et forme chaque année plus de 4000 élèves étudiants de tous horizons, du collège à l'enseignement supérieur, dans toutes les filières, mais aussi plus de 600 stagiaires adultes, via son service de formation continue. Ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est donc d'essayer de situer l'action de cette institution, l'action de l'Horte, dans la nébuleuse des acteurs très divers qui sont intervenus en faveur des populations juives étrangères sur le territoire français. Mais plus largement, c'est d'interroger ainsi donc la place de l'insertion professionnelle dans les dispositifs publics et privés qui ont été organisés en faveur de ces populations étrangères depuis la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 1970-1980. Cette journée donc s'organise, comme je pense que vous avez tous pu récupérer un programme, comme vous le verrez, donc cette journée s'organise en 3 panels selon un déroulé chronologique. Je ne vais pas revenir en détail sur le contenu de ces différents panels. Nous avons des présidentes de séances de panels qui le feront bien mieux que moi, mais je vais quand même les citer. Donc, on commencera donc avec un premier panel qui couvre donc la période qui va à peu près du milieu des années du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, la fin de la Première Guerre mondiale, et qui correspond donc à une période, la période de la naissance de l'Horte en Russie, et aussi au développement en Europe au XIXe siècle de sociétés, notamment d'apprentissage. Je pense que Maria Boulker en parlera, de sociétés d'apprentissage
qui était destiné en priorité donc aux jeunes défavorisés, aux orphelins. Et pour donner un exemple en France de ces sociétés qui a vu le jour et qui nous concerne particulièrement, c'est la création de l'école israélite de travail en 1852. École de travail qui fait partie aujourd'hui du réseau Horte-France. Et depuis quelques mois, d'ailleurs, le siège d'Horte-France se trouve dans cette école qui nous a gentiment accueillis là-bas. Donc nous sommes ravis que nos deux histoires se rejoignent aujourd'hui. Mais c'est aussi une période qui a vu arriver sur le territoire français de nombreux juifs de Russie, de l'Empire russe, et notamment une élite russe qui a continué en France de soutenir les institutions, de s'investir dans ces institutions. Et je pense ici à la famille de Günzburg, dont on a cité déjà Horace de Günzburg, qui est un des fondateurs de l'Horte en Russie, mais cette famille de Günzburg qui a continué de soutenir, d'apporter son aide à l'Horte en France après sa création en 1921. On poursuivra avec un deuxième panel qui porte cette fois sur les années 40 et qui sera consacré à la question de l'aide professionnelle en temps de guerre et en sortie de guerre, donc auprès des réfugiés juifs d'Europe centrale et orientale et des survivants de la Shoah. Et on continuera donc cet après-midi avec un troisième panel qui s'intéressera cette fois à la question du travail dans les dispositifs d'aide et d'intégration des Juifs d'Afrique du Nord pendant la période des 30 glorieuses. Enfin, on terminera cette journée par des conclusions générales et nous avons la chance d'avoir non pas une mais deux chercheuses qui chacune portera son regard sur cette journée en fonction aussi de leurs propres objets de recherche, de leur propre spécialité. Alors je souhaite, avant de laisser la place tout de suite au premier panel et à Nancy Green, Maria Bulker et Lorraine Demeaux, également remercier les deux institutions, l'Horte, le MAGE, d'avoir été intéressés et soutenu ce projet dans le cadre du centenaire d'Horte-France. Je souhaite aussi particulièrement remercier mes collègues de l'Horte et du MAGE qui m'ont aidé à organiser, à diffuser cet événement, et évidemment l'ensemble des intervenants qui m'ont fait le plaisir d'accepter de participer à cette journée qui j'imagine sera très riche. Merci beaucoup.